Donc maintenant, on va entendre Anaïsiana Joher Adjali, qui est aussi doctorante à Paris 1 sous ma direction, en première année, donc alors que Ying est en deuxième année. Elle fait une thèse, un doctorat, après avoir fait déjà d'autres études de master de philosophie contemporaine notamment. Et la thèse qu'elle mène, elle est en partenariat, ou en tout cas dans le parcours doctoral de l'UFM, l'Institut français de la mode, puisque sa thèse porte sur la soutenabilité du geste en fashion design. Et donc, elle entend aussi adresser, bon, c'est pas forcément ce dont tu vas parler là, mais de façon générale aussi la question de la durabilité, de l'aspect, on va dire, écologique de la mode. Surtout la mode peut-être entendue autrement que la mode fast fashion. Donc l'intitulé, hein, vous l'avez là, reconstruire l'idée de mode par la subversion, punk, grunge et politique de la déconstruction dans le prêt-à-porter de luxe. Voilà, 20 minutes. Bonjour à tous, ça marche? Ah, ça marche, oui. Bonjour à tous et à toutes. Deux petites excuses pour commencer. J'ai oublié les affiliations. C'est ma première année, pardon. En première page. Et je vais quand même assez lire pour vous épargner les anglicismes. Donc ce que je vais tenter de vous proposer aujourd'hui, c'est une relecture des modalités d'analyse critique du concept de mode dans sa pratique à partir d'une hypothèse centrale, à savoir le punk et le grunge, au-delà d'esthétique et de codage visuel fixé, mais comme fonctionnant comme des méthodologies critiques de la pratique du design de mode. Ces esthétiques visuelles, bien que récupérées, digérées et parfois vidées de leur substance, conservent dans certains cas, notamment à travers l'étude qu'on va faire des collections de Raf Simons et de Jun Takahashi, dans un contexte que l'histoire nomme de terrorisme global, une force de subversion profonde, structurelle et durable, notamment à travers l'intégration de ce que le philosophe Timothy Morton va nommer l'étrange étranger, dans son ouvrage La pensée écologique. Ces pratiques dissidentes nous permettent donc de penser en fait des formes de dissidence non seulement visuelles, mais matérielles par la technique et la technologie du vêtement. Je ne vais pas couvrir tout le programme de recherche, mais ça vous donne un petit peu une impression de ce dont on parle. Très rapidement, on va cadrer conceptuellement et historiquement ce dont on parle. Donc le punk émerge d'abord un petit peu comme un son, un cri et une révolte musicale dans les années 60-70. Le terme est un terme péjoratif qui évoque une typologie de personnes et de comportements, comme on peut le voir par exemple dans l'usage qu'en fait Shakespeare en 1604. Puis il est récupéré par la critique musicale, notamment par Lester Bangs, et ensuite par Dave March dans le magazine Crime, dont vous pouvez voir en fait des images, et par des groupes comme Suicide qui l'utilisent dès les années 70. Donc le terme lui-même renvoie à une altérité sociale, à une figure de l'ombre marginale qui vient se visibiliser. Il entre aussi en opposition avec les pratiques vestimentaires du glam rock et d'un rock un peu plus expérimental et intellectuel, comme avec le Velvet Underground. Il se cristallise beaucoup autour de la figure de Vivienne Westwood et de sa boutique ouverte avec son époux Malcolm McLaren à l'époque. Le punk vestimentaire, dès son origine, donc, se forme autour d'éléments esthétiques et thématiques, dont en fait l'application va être esthétique. Et il s'inscrit dans une logique de bricolage, de confrontation visuelle, à travers l'usage de cuir, de tartan, de mohawk, d'épingles, de pièces déchirées, de modifications corporelles. On a un lexique de forme et de matière qui agresse, repousse, et qui viennent signifier l'exclusion volontaire d'une masse de comportements et de pratiques homogènes. Donc vous avez un peu des petits exemples ici. Le grunge, à la différence, émerge en fait dans les années 80-90 à Seattle. Il répond un peu à un principe de situation spatiale et il constitue une réponse assez différente du punk. Donc non pas un cri, mais plutôt un retrait.
vis-à-vis en fait des normes homogènes et des corpus normatifs de la société. De même que le punk, en fait non, pardon, à la différence du punk, le terme lui il évoque directement le dégoût. En fait, grunge, ça veut dire quelque chose de sale, une personne qui est sale et qui est profondément dégoûtante à la base. Et il est réapproprié en fait par justement des groupes musicaux et ensuite par la critique. Il répond donc à l'absurdité d'un monde non pas par le choc, mais plutôt par des formes de nonchalance, du gender non-conformism, et évoque une forme de désillusion de la jeunesse. Donc, comme vous pouvez voir avec les icônes, mais en fait, le grunge est très très rapidement récupéré donc, dès les années 93 et 97 par justement le high fashion. Il répond également à des principes, des éléments esthétiques et des éléments thématiques. On parle de vêtements usés, délavés, de silhouettes relâchées qui viennent augmenter la surface volumique du vêtement par son usage, des pièces qui sont neutres et qui permettent en fait une forme d'androgynie. Donc l'attaque n'est plus frontale, mais il s'agit d'un refus de participer à une mise en scène sociale. Là où le punk est spectaculaire, le grunge lui devient plutôt anti-héroïque. Ces deux esthétiques consistent donc en des anti-modes vernaculaires qui sont issus de contextes précis, qui viennent évoquer des douleurs sociales vécues par la jeunesse et des refus en fait collectifs d'adhérer à un corpus normatif précis. On peut donc penser le punk, le grunge, mais plus largement en fait l'émergence de sous-cultures comme des principes d'activation au sein du high fashion, de la notion d'anti-fashion qui émerge en fait avec la révolution japonaise à Paris, notamment autour de figures comme Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto et Semiyake, qui succèdent à l'arrivée de Kenzo Takada et Anna Imori. Donc le critique Harold Koda va parler de Aesthetics of Poverty pour vraiment signifier le choc qui arrive en fait dans la mode parisienne à cette époque. On a une seconde vague de l'anti-fashion, du coup, dans les années 90, qui arrive autour de figures comme Martin Margiela, mais aussi Anne de Mule-Mustard, Dries Van Noten, Walter Van Beretonk, et je ne cite pas le reste, qui opèrent en fait selon des pratiques un peu plus collectives et qui créent une communauté assez dissidente qui vient redéfinir la notion de mode. Mais en fait, elle redéfinit la notion de mode non pas comme une catégorie esthétique, mais plutôt comme à travers des méthodologies critiques qui viennent refuser la temporalité marchande. Elle rejette la logique verticale et ascensionnelle de la mode comme une pure industrie culturelle. Et ces méthodologies-là, en fait, permettent d'envisager la mode comme un langage, mais aussi comme une stratégie, un outil de positionnement dans un monde où la saturation de signes commence à se faire sentir. L'anti-fashion, et c'est ce qui m'intéresse dedans, c'est que c'est aussi une pratique des marges qui vient travailler au contour de la notion de mode et la redéfinir dans une forme d'interstice entre la mode et la non-mode, entre ce que l'on considère faire partie de la mode de manière assez évidente et ce qui ne s'intégrera jamais à la mode. Donc on va s'intéresser aux figures, à deux collections de Raf Simons et de Jun Takahashi pour élucider en fait ces méthodologies critiques du design, donc par le punk et le grunge. Ces deux figures donc, émergent dans les années 90-2000 et continuent aujourd'hui à pratiquer le design. Raf Simons, il explique très très clairement en fait avoir commencé le design de mode pour s'extraire de la solitude du design d'objets et du design produit et créer une forme de communauté. Il explique so building a collective world et justement c'est which collective world qui nous intéresse ici, de qui il parle en fait quand il dit nous. On va donc s'intéresser à sa Fall Winter 2001 qui s'appelle Riot, Riot, Riot et qui est un appel direct à l'émeute. Le défilé est présenté le 27 janvier 2001 à Ivry-sur-Seine et il est souvent interprété comme une réponse directe au 11 septembre du fait de son impact, mais c'est impossible justement il y a un problème de chronologie. La collection, justement, elle précède les attentats comme si elle anticipait en fait cette forme de violence et ce climat de terrorisme global. Et son ami, par exemple, Joanne Furness, va expliquer dans Redux, donc un livre qui signe les 10 ans de la maison, que Raf a une forme de sens en fait pour anticiper et répondre aux enjeux de son temps. Au sein de Riot Riot, donc Raf développe en fait une politique de la dissimulation. Le vêtement intervient comme une couche, une protection, un camouflage, et en fait il s'inspire des jeunes filles ukrainiennes et roumaines qu'il croise au marché aux puces de Vienne, qui superposent des vêtements, simplement couche par couche, à cause du froid. Donc on va dire que le geste n'est pas un style, c'est un geste vital et proprement utilitaire. Aussi, cette esthétique directement inspirée en fait des pratiques post-soviétiques du vêtement et de l'habillement, en fait,
vient symboliser une forme d'ontologie du vêtement comme un abri, plutôt que comme un signe en fait ou comment dire, une expression d'un codage visuel spécifique, et répond en vrai aux thématiques qui sont abordées par Ralph Simons, à savoir donc l'isolement et l'isolation comme une possibilité en fait de l'autodestruction, mais comme aussi vécu comme une punition sociale. Raph, au sein de ce show, en fait, il crée une réelle atmosphère propre à la dissidence et il s'intègre vraiment dans un contexte sous-culturel. À travers le set design, donc le show est présenté dans un hangar à Ivry-sur-Seine et la soundtrack, en fait, fait écho aux nouvelles sonorités de l'époque. Donc, on a du punk hardcore, on a de la techno-industrielle, de l'acide, du breakcore, avec beaucoup de références à la science-fiction ou à un univers très très brutal. Au sein de la collection, on a une forte mobilisation des codes militaires et une réutilisation en fait du vêtement militaire qui vient en fait dissoudre les structures d'autorité en élargissant la forme, en refusant la verticalité, en détruisant les lignes et en aérant en fait la relation entre le corps et le vêtement en procédant justement à l'augmentation des coupes. Au sein de la collection, Raph évoque une jeunesse marginale, exclue et invisible. Et ceci passe surtout par l'ajout d'une surcouche sémantique avec un travail de patching. Donc c'est la technologie qui est mise en place. Tous les patchs en fait qui sont mobilisés par Raph ont quelque chose en commun, c'est qu'il s'agit soit de figures qui pratiquent des formes d'autodestruction, soit qui vivent une certaine forme de violence, soit qui évoquent en fait des produits culturels où la violence et l'autodestruction sont les thèmes clés. La pratique du design s'insère donc dans une forme de vulnérabilité, elle crée une dissonance et elle promeut un anti-héros. Justement, ce qui est intéressant aussi pour ce travail des marges, c'est que Ralph Simons revendique travailler dans ce qu'il appelle une interzone, qu'il reprend en fait du poète et écrivain William S. Burroughs et aussi de Joy Division. C'est un lieu où les règles sont suspendues et où donc l'expérimentation devient possible. Là où la collection est extrêmement dissidente à l'époque, c'est qu'elle vient intégrer donc un vêtement traditionnel qui structure un geste politique, qui est le kéfier. À la différence en fait de son usage dans Black Palms, donc dans sa like Spring Summer 1998, où c'est juste un foulard ou un motif, là en fait le kéfier est mobilisé et utilisé pour masquer le corps des modèles. Et donc il ne reprend pas en fait la tradition, mais il reprend une pratique en fait qui a lieu dans des espaces et dans des moments de dissension profonde. Donc le kéfier n'intervient pas comme une citation folklorique ici, mais plutôt comme un signal de résistance quasi universelle qui vient affirmer aussi une mémoire textile, selon nous, de la dissidence. En fait, ce qui se passe dans l'intégration du kéfier chez Simons aussi, c'est qu'il l'utilise comme un objet banal, comme quelque chose qui fait partie d'un vestiaire commun, ce qui fait dire au critique Charlie Porter que ce que les yeux occidentaux perçoivent comme une menace, en fait, est mobilisé. La grande majorité de personnes qui portent un kéfier dans la vie quotidienne n'ont rien à voir avec la violence, mais c'est le symbole et il y a un signal, en fait, de la vision et de la représentation occidentale qui nous permet, en fait, de mettre en place une réelle dissidence. Jun Takahashi, lui, c'est un peu un punk dans l'âme à la base. Il est aussi chanteur du groupe des Tokyo Sex Pistols, donc un groupe de cover des Sex Pistols à l'époque, mais il évolue plutôt dans l'évolution de la culture hip-hop au Japon et dans sa fixation autour de figures comme par exemple Nigo, une boutique qui s'appelle Nowhere et des musiciens qui vraiment en fait forment et créent le rap et le hip-hop japonais contemporain. La collection qui va nous intéresser, c'est Scab, donc sa SS 2003, qu'il présente en 2022. Takahashi développe une forme d'esthétique critique qui est fondée sur la dissidence formelle et matérielle. Donc, il joue entre le laid, le beau, le dégoût, la poésie. Et Scab, ça signifie très concrètement croûte. Ça évoque à la fois la croûte, mais aussi un genre musical qui s'appelle le crust punk. Il y a une volonté de traiter la blessure, mais aussi de comprendre ce qui permet en fait à la peau de se reformer et de se refermer, et de se régénérer. Donc, on a une forme d'esthétique de la guérison contrariée qui se met en place ici.
voilà, il y a quand même une grosse présence du punk et des thématiques punk dans le travail de Takahashi de base. Et au sein de SCAB, en fait, c'est sa première présentation à Paris, on voit qu'il vient repoétiser un petit peu la relation. Donc la collection, elle vient mobiliser le vocabulaire visuel du punk dans une logique de saturation symbolique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de patchworking, des vêtements qui sont peints, énormément de do-it-yourself et de bricolage, mais aussi une saturation visuelle qui passe par l'accumulation d'accessoires, le fait de recouvrir le visage des mannequins avec beaucoup de fils. Et donc c'est une esthétique qui est très dense, qui vient carrément un peu barricader le corps, et elle est structurée par une forme de tension permanente en fait entre l'expression directe et la protection. Il y a aussi une référence très importante dans SCAB, c'est un LP du groupe Sedition qui s'appelle Her Speed. En fait, le nom des chansons, je ne l'ai pas mis ici, mais il est très tourné vers la régénération, un nouveau monde, un futur possible. À la fin de SCAB, en fait, on a une pause et le dispositif scénique le permet. Donc la collection est scindée en 2 temps et intervient donc en fait une série de figures voilées intégralement recouvertes d'un tulle coloré transparent qui est peint à la main, qui évoque très clairement et directement les chadris afghans. Takahashi, lui, il explique que en fait, c'est une référence et une réponse directe au 11 septembre, et il entend en fait intégrer des groupes ethniques différents pour un peu affirmer une forme d'égalité interhumaine et universelle. Donc il ne vient pas dénoncer une forme d'oppression religieuse ou politique, mais mobiliser un signe culturel et culturellement codé dans un objectif d'égalisation symbolique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que donc, le show a lieu dans le Palais des Arts Décoratifs à Paris. C'est la première collection donc, de Takahashi en France. Il est lui-même étranger, en fait. Il est lui-même alien dans cet espace. Donc il opère une forme de recodage, en fait, par le vêtement, sans forme d'appropriation ni de fétichisation, mais le vêtement intervient comme en fait, un outil et un dispositif à la critique de la norme visuelle. On peut se demander aujourd'hui si dans la mode contemporaine, il est toujours possible en fait, d'avoir des pratiques aussi dissidentes. De mon point de vue, la récupération en fait, de ces formes vestimentaires semble un peu inopérante aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est d'en extraire en fait, des principes et des éléments méthodologiques à travers la différence et la répétition, un peu dans une perspective deleuzienne, puisque la répétition à la fois chez Raf Simons, qui passe par la répétition en fait, de silhouettes et d'archétypes, et chez Takahashi par la répétition de techniques et de technologies du vêtement, permet justement d'affirmer une forme de différence et d'affirmer aussi l'individualité de chacun. On a aussi une nouvelle grammaire et une syntaxe de la mode qui se développe. Donc l'opération qui est effectuée par les designers, elle évacue le primat du codage visuel au profit de gestes qui sont guidés par des principes idéologiques et théoriques qui leur sont propres et qui sont en fait issus des esprits punk et grunge. Ça passe aussi par une nouvelle syntaxe de la rupture, le découpage, le rapiessage, des coutures apparentes et beaucoup de patching qui viennent ponctuer le regard et ponctuer le vêtement. Et enfin, on a une cartographie renouvelée de la mode qui se dessine dans l'investigation de ces marges, mais une investigation qui est quasi géographique, puisqu'en fait, le punk et le grunge deviennent des coordonnées esthétiques qui permettent de replacer ou de créer des nouvelles formes de placement dans le vêtement. Je pense qu'il est intéressant aussi de mobiliser Nietzsche en fait, comme un penseur de la rupture pour répondre aujourd'hui donc, à la fragmentation esthétique qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un tableau que j'ai réalisé il y a quand même quelques années, mais qui vient expliquer comment on a une évolution des sous-cultures vers des archétypes et des esthétiques, vers des core aesthetics, qui sont en fait des nouvelles stratégies marketing pour vendre des identités dans la mode. Donc en fait, on achète ce à quoi on a envie, enfin ce qu'on a envie d'être à une période donnée. Et donc la méthodologie nietzschéenne ici, elle nous permet en fait de se replacer au niveau de la volonté. Donc, qu'est-ce que veut le designer? Quelle est son intention précise pour ne pas en fait tomber dans le codage visuel, la fixation topique et donc parler de type de personne, mais plutôt permettre des structures d'intentionnalité nouvelles et renouvelées. 2 exemples qui me semblent très intéressants à travailler aujourd'hui. Donc, encore une fois, Jun Takahashi et Rick Owens qui en fait mettent en place encore et sont toujours dans les pratiques dissidentes du design de mode, notamment parce que ce sont des marques qui sont indépendantes, donc qui ne sont pas en fait intégrées à des conglomérats ou à des groupes, et parce qu'elles viennent restructurer la nature même et en fait
oui, la nature même du show, mais aussi son mode d'exposition. Chez Takahashi, on a un exemple qui est assez flagrant. Donc en fait, la dernière collection qu'il présente, donc c'est à Fall Winter 2005, c'était en février, c'est une référence directe à sa Fall Winter 2004, qui est donc sa collection préférée. Ici, l'autoréférentialité, c'est une forme d'introspective, c'est pas un collage visuel, c'est pas « ah, ça a bien marché à une époque, je vais le refaire aujourd'hui », et c'est pas aussi tenter de renouveler, en fait, quelque chose du passé. On n'est pas dans une forme de fétichisation de l'archive, on est vraiment dans de l'introspection et un travail qui essaie de se peaufiner. Chez Rick Owens, ce qui vient nous intéresser et qui est assez flagrant, c'est une forme de disruption en fait, de la formation linéaire du show au profit d'une horizontalisation. Rick Owens, il intègre des non-mannequins. Donc, en 2014, il intègre des danseurs. Donc, en 2025, bon, c'est pas, en fait, il y a plein de personnes. Le casting, c'est 200 mannequins qui sont soit mannequins, soit pas mannequins. On a 10 looks qui sont travaillés seulement et qui sont déclinés sur 200 silhouettes. En fait, ils avancent un peu dans une forme de procession quasi cultish, in a way. Et dans la mobilisation en fait d'un vestiaire qui rappelle le religieux ou le mystique, c'est comme ça en fait que Rick peut s'intégrer dans de la non-mode ou dans une nouvelle pratique de l'anti-fashion. En fait, je vais très très rapidement terminer. Pour moi, ce qui est intéressant dans ces gestes radicaux, c'est qu'ils permettent en fait de comprendre une forme de mémoire textile, de structurer en fait une nouvelle gestualité à travers le vêtement, et en même temps, ce sont des gestes qui sont discrets. C'est des gestes qui viennent revendiquer, non pas dans l'agression visuelle, mais vraiment dans l'intégration de technologies du vêtement, de techniques vestimentaires, et qui procèdent d'accumulation. Et c'est une accumulation qui n'est pas vraiment, qui n'a pas la volonté de choquer, mais qui a la volonté en fait de s'intégrer à la marge même du concept de mode. Merci beaucoup. Et désolée si c'était long. Voilà.